Et il a fait une bêtise pendant la course, si vous voulez. En ce sens que, bon, il galopait, bien entendu, et devant lui, il y avait 3 ou 4 chevaux qui étaient bien collés les uns aux autres. Et lui voulait passer, quoi, vous voyez, pour pouvoir passer, continuer et gagner, arriver au poteau. Oui. Alors, il était là en train de galoper. Et puis, à un moment donné, il a vu qu'il pouvait passer. Enfin, peut-être que comme un lapin, si vous voulez, en quelque sorte. Hein. Donc, il a été malin, c'est le cas de se dire. Donc, il s'est approché, il s'est approché, il s'est approché. Et puis, hop, il est passé. Mais alors, les autres qui étaient à côté s'y attendaient pas, ils sont tombés. Et quand il a gagné la course, quoi, effectivement, il a passé le poteau. Mais après, les commissaires l'ont donc convoqué. Et ils lui ont demandé, mais Monsieur Winfield, où avez-vous appris à monter à cheval? Alors, bon, mon père a répondu. Et le commissaire a dit, oui, mais vous voyez la faute que vous avez faite. Bon, vous avez gagné, mais moi, je vous mets donc à pied parce qu'on n'agit pas comme ça. Alors, mon pauvre père, ben, il a pas monté pendant 1 an. Il a été mis à pied. Puis après, bon, ben, c'est reparti, quoi, bien entendu, quoi. Oui. Mais je veux dire, aux États-Unis, c'était facile de faire confiance en un jockey noir ou il fallait toujours se battre? Il faut toujours se battre, effectivement, comme vous dites. Parce que on était en pleine ségrégation là-bas, vous voyez. Et il y avait une rivalité énorme entre les Blancs et les Noirs. Mais comment ça se passait, justement? C'est-à-dire qu'il y avait un jockey noir, un jockey blanc qui jouaient dans la même course? Et qui courait. Oui. C'est-à-dire que c'était mélangé. Il n'y avait pas qu'un seul jockey noir. Mon père n'était pas le seul jockey noir. Oui. Il y avait plusieurs jockeys noirs, hein, et bien sûr plusieurs jockeys blancs. Mais disons que mon père, on a tout de suite vu qu'il avait du talent, quoi, vous voyez. Et donc, bon, il a monté certaines courses. Et après, on lui a confié un cheval pour courir de la plus grande course d'Amérique, qui est le Kentucky Derby. Donc, c'était en 1901. Attendez, en 1900, il est arrivé 3e. Oui. Bon. Ensuite, l'année qui a suivi, en 1901, il a gagné sa course, le Kentucky Derby. En 1902, il a fait le doublé, il a regagné. Et malheureusement, en 1903, il n'a pas pu faire le triplé. Pourquoi? Parce que presque à l'arrivée du poteau, il n'a pas poussé son cheval tout de suite comme il aurait fallu. Enfin, au moment où il fallait le pousser, il ne l'a pas poussé. Et il a perdu d'une tête. Alors là, ça a été assez dur pour lui parce qu'il était mal considéré par ces messieurs, les propriétaires et les entraîneurs, parce que, bon, il a reçu aussi des sarcasmes. Oui, bon, bah, les Noirs, quand ils gagnent, bon, bah, ça va. Et quand ils ne gagnent pas, c'est parce qu'ils ont fait la foire. Donc voilà. Et mon père a beaucoup souffert de ne pas avoir gagné ce triplé. Et il a su tout de suite que c'était d'autant plus dur pour lui qu'il savait qu'on ne pourra plus lui confier, disons, un pur sang. Alors là, c'était dur pour lui. Alors il voulait quand même... Alors donc, il a eu la chance, si vous voulez, à cette époque-là, malgré tout, de faire la connaissance d'un propriétaire de puits de pétrole et propriétaire aussi de chevaux de course. Et il se trouvait là-bas au Kentucky. Donc il avait remarqué, si vous voulez, la façon dont montait donc mon père, James Winfield. Et lorsqu'il a vu qu'il avait perdu ce triplé, eh bien, il a sauté sur une opportunité, en ce sens qu'il lui a dit écoutez, monsieur Winfield, si vous voulez, moi, si vous êtes d'accord, je peux vous faire signer un contrat fabuleux pour monter en Russie, à la cour de Nicolas II, le tsar Nicolas II. Oui. Alors, mon père a hésité au début parce qu'il dit moi, en Russie, bon, il y a beaucoup de neige, il fait froid. Et puis, en fin de compte, bien l'en a pris, il a accepté. Donc, il est parti en Russie. Et puis là, pendant 13 ans, ça a été la gloire là-bas en Russie, parce qu'il a monté les chevaux du tsar. Et bon, c'était la fortune qui lui tombait, quoi, sur un plateau, c'est le cas de le dire. Et ça a été une vie fabuleuse jusqu'à la Révolution, quoi. Alors, bien sûr, donc votre père revient aussi en France, après il rentre en France, voilà, il se sauve en France, puisqu'il y a la Révolution. Et puis, vous, pendant ce temps-là, vous avez terminé vos 3 années d'études commerciales. Moi, je ne suis pas née encore, là. Ah oui, non, pardon, parce que moi je veux revenir. Oui, pardon. C'est pas grave. Parce que mon père, c'était donc en 1917, il est revenu, donc il s'est sauvé de la Russie, et il arrive en France. Voilà. Et où il atterrit à Maisons-Laffitte, qui était le fief, si vous voulez, des jockeys. Et surtout galopeurs, puisqu'il y a aussi des trotteurs. Voilà, tout à fait. Et il y avait donc, précédemment, il y avait mon grand-père maternel, donc Joe Davis, qui était venu aussi se réfugier à Maisons-Laffitte, parce que lui aussi était entraîneur de chevaux de course. Mais il l'était en Russie. Voilà. Et c'est là où mon père a connu donc mon grand-père, celui qui devait devenir mon grand-père maternel.
Et en Russie, mon père a monté beaucoup pour mon grand-père Joe Davis. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Une amitié s'est liée, disons, entre eux, parce que mon père a gagné des grandes courses pour mon grand-père maternel à Budapest, le Grand Derby de Budapest. Et puis tout ce monde s'est connu là-bas, quoi, si vous voulez. Et il s'est retrouvé ensuite, après, en France. D'abord, mes grands-parents l'ont précédé, parce qu'il y avait aussi les troubles austro-hongrois. Donc, Joe Davis, sa femme et puis ma mère sont arrivés donc à Maisons-Laffitte. Et mon grand-père maternel a repris aussi sa licence d'entraîneur. Il est devenu aussi un éminent entraîneur de chevaux de course. Alors bien sûr, là je reviens, là je ferme la parenthèse sur la carrière de votre père, une grande carrière. Puis à cette époque, être jockey noir et puis célèbre, c'est vraiment un phénomène. Donc là, vous grandissez, vous passez vos études, vous faites même des études commerciales, 3 années d'études commerciales pour devenir sténographe. Tout à fait. Voilà. Et là, je crois que c'est l'air du temps, vous flirtez avec un garçon et ça ne plaît pas à votre mère. Et elle en parle à votre père. Et là, tous les deux, ils décident de vous envoyer aux États-Unis. Voilà. Pour apprendre la langue, l'anglais. Tout à fait. Oui, parce que lui n'aimait pas parler français. Du reste, il parlait très mal français. Bien qu'il connaissait quand même plusieurs langues, hein, mais enfin, comment dirais-je, l'allemand, le polonais, le russe, parce qu'il a appris le russe aussi quand il était en Russie. Mais la langue française, non, ça ne lui plaisait pas. Donc, il parlait très peu. Et puis moi, comme à l'époque, mon anglais était quand même très primaire, donc on n'arrivait pas à communiquer. Alors, d'un commun accord avec ma mère, ils ont décidé, on va envoyer Nelly à New York, comme ça, elle va apprendre l'anglais, et aussi pour mon éducation aussi, ils m'ont envoyé, quoi, parce que... Alors, étant métisse, parce que vous êtes allée à quelle époque? Dans les années 50 à New York, aux États-Unis? Oui, je suis partie en 57. En 57. Oui. Et qu'est-ce que... Bon, c'était toujours, bien sûr, la période ségrégationniste. Ce que je veux savoir, vous, étant française métisse, plutôt claire de peau, est-ce que vous avez aussi connu quelques soucis ou pas du tout, c'est-à-dire vous étiez beaucoup plus libre qu'un noir américain? Oui, alors disons que la période que j'ai passée à New York est un peu personnelle parce que j'étais chez ma tante, Mrs. Lee, qui était en fait ma tante, mais qui n'était pas ma tante, quoi. Voilà, qui était la femme que j'ai appris là-bas. C'était la première femme de mon père. Voilà. Mais ça, on ne me l'a pas dit avant que je ne parte. Mais enfin, bon, ça aurait été pareil, je pense. Donc, si vous voulez, ma tante était assez âgée. Moi, j'arrivais et ma tante, elle avait un très joli pavillon à New York, à Jamaïca, exactement. Et elle était babysitter. Elle gardait donc des enfants. Et quand je suis arrivée, je l'ai un petit peu aidée. Et puis, peut-être 15 jours après, elle a pris un autre bébé. Et puis après, 15 jours après ou 3 semaines, je me souviens plus... Enfin, encore un autre bébé. Donc, il y avait au moins 4 bébés à s'occuper. Alors, je l'aidais de mon mieux. Mais au fond de moi-même, je me disais, je suis venue quand même à New York pour aller en classe, pour apprendre l'anglais. Voilà. Alors j'ai écrit à mon père, j'ai dit, papa, c'est bien, j'aime bien les enfants, ils sont bien gentils et tout, mais quand est-ce que je vais aller à l'école? Et mon père me disait, patience, patience, parce que l'école coûte très cher donc aux États-Unis, je ne gagne pas beaucoup de courses, donc il faut attendre, mais vous irez à l'école. Donc je me suis armée de patience, puis j'ai attendu. Et puis au bout d'un temps, au bout d'un trimestre à peu près, j'ai demandé à Mrs. Lee, j'aimerais quand même aller à l'école, est-ce que mon père vous a donné d'autres nouvelles? Et elle m'a dit, écoutez, pour aller en classe en permanence, ce n'est pas possible, mais on va vous trouver, disons, des cours 2 fois par semaine, et comme ça, vous pourrez travailler, apprendre vraiment votre anglais. Alors, c'est comme ça que j'ai assisté à des cours d'anglais qui étaient donnés à des étrangers. Oui. Et jusqu'à la fin, donc pendant 1 an, j'ai été à ces cours, mais je n'ai pas été, si vous voulez, je n'ai pas fréquenté l'école, disons, quotidiennement, malheureusement. Oui. Voilà. Alors, Nelly Davis, malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission, au terme de la première partie.